Et si, en fait, la plus grande des utopies, c'était l'État lui-même, l'idée même de notre protecteur supposé? C'est la question assez provocatrice qu'on va explorer aujourd'hui, en se penchant sur une source qui vient complètement renverser une idée reçue en politique. Voilà, la question est posée et elle est au cœur de toute notre analyse. Elle nous force à nous demander, est-ce que, finalement, la vraie utopie, ce n'est pas un idéal lointain et inaccessible, mais bel et bien la société stable que l'on connaît aujourd'hui? C'est ce qu'on va creuser ensemble. Alors, pour bien comprendre l'argument qui va suivre, il faut commencer par le commencement, l'accusation qu'on entend le plus souvent dans ce genre de débat. On connaît bien cette critique classique, n'est-ce pas? L'idée que vouloir une société où la sécurité et la justice seraient entièrement gérées par le marché, c'est un pur fantasme, une utopie complètement irréalisable. C'est, en général, le point de départ de la discussion. Et la source nous rappelle, avec cette citation, que l'histoire est un peu un cimetière d'utopies étatiques qui ont mal tourné. On part d'une image idéale de l'humanité, comme avec le communisme, et ça mène à la catastrophe. C'est un avertissement important pour comprendre la suite du raisonnement. Mais c'est précisément ici que tout l'argument se retourne. Et si la véritable utopie, ce n'était pas du tout celle qu'on nous désigne habituellement? Et voilà le cœur de la thèse. Le véritable fantasme, l'idée la plus utopique de toutes, ce serait de croire en l'État lui-même. C'est cette croyance qu'une entité qui, par définition, repose sur la force, pourrait nous protéger de tout, et même d'elle-même. Pour décrire ce paradoxe, l'auteur utilise une expression assez frappante, la violence pacifique. C'est cette idée, un peu contradictoire, que la force brute de l'État pourrait, comme par magie, se transformer en une base paisible et non contraignante pour la société. On voit bien ici que l'inversion est totale. On passe de l'accusation habituelle, un monde sans État c'est une chimère, à l'argument central de la source qui dit en substance non. Le véritable irréalisme, c'est de croire que l'État peut être ce protecteur ultime et infaillible. D'accord, mais sur quoi repose cette affirmation assez audacieuse? Eh bien, la première preuve avancée par la source concerne la fonction la plus essentielle de l'État, la sécurité. L'affirmation est directe et elle est forte. Malgré tout son pouvoir, l'État serait en échec sur sa promesse de base, la raison même de son existence. Pour appuyer ça, la source donne des exemples précis. Le terrorisme, qui est présenté ici non pas comme une menace purement externe, mais comme une conséquence des actions de l'État. Il y a aussi les zones de non-droit, qui se multiplieraient signe d'une certaine impuissance. Et enfin, un système judiciaire qui donnerait l'illusion de la justice, sans pour autant garantir une vraie responsabilité. Bon, alors, si cette protection est illusoire, quel en est le coût? Le point crucial soulevé par l'auteur ici, c'est la nature de la relation. On ne parle pas de services qu'on choisit librement sur un marché. Non, il s'agit de services imposés et financés par la contrainte. Et ce chiffre, il est là pour frapper les esprits. 50%. En moyenne, la moitié de tous les revenus seraient prélevés par la force, via les impôts. C'est le prix direct de ce système, d'après le texte. La source décrit en fait un trio de méthodes de financement. D'abord, bien sûr, les impôts, le prélèvement forcé. Quand ça ne suffit pas, il y a l'inflation qui agit comme une sorte d'impôt caché, qui vient grignoter l'épargne. Et enfin, la dette, qui est présentée ici non comme un investissement productif, mais plutôt comme un fardeau qu'on reporte. Pour assembler toutes ces idées et leur donner une image forte, l'auteur utilise une métaphore. On commence avec cette image, un navire magnifique, fiable, un outil qui a toujours protégé son équipage, qui a fait ses preuves au fil du temps et des tempêtes. Mais voilà que le contexte change radicalement. Le navire quitte les eaux qu'il connaît pour un environnement totalement différent, un nouveau danger où les vieilles certitudes ne tiennent plus. Et c'est là qu'est toute la clé de la métaphore. Ce navire, qui était parfait dans son élément, est complètement inadapté à ce nouveau défi. Il devient ce que l'auteur appelle une utopie latente. L'idée même qu'il puisse survivre aussi est une illusion. Pour l'auteur, l'État, c'est ce navire. Et les glaces, ce sont les défis de la liberté individuelle. En présentant l'État comme ce navire inadapté, la source nous laisse avec une question assez puissante. Quels sont les icebergs invisibles qui menacent nos propres certitudes? Quelles sont ces hypothèses que l'on tient pour acquises, mais qui pourraient s'avérer aussi fragiles que la coque d'un bateau face à un danger qu'on n'avait pas anticipé? C'est une réflexion qui, finalement, nous pousse à tout réexaminer.